L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, chapitre 8. On a élevé la question de savoir s'il convient de s'aimer soi-même de préférence à tout le reste, ou s'il ne vaut pas mieux aimer autrui. Car on blâme d'ordinaire ceux qui s'aiment excessivement eux-mêmes, et on les appelle des égoïstes, comme pour leur faire honte de cet excès. De fait, le méchant ne semble jamais agir qu'en vue de lui seul. Et plus il se déprave, plus ce vice augmente en lui. Aussi lui reproche-t-on de ne jamais faire quoi que ce soit en dehors de ce qui le touche personnellement. L'homme honnête, au contraire, n'agit que pour le bien, et plus il est bon, plus il agit pour le bien exclusivement et en vue de son ami, oublieux de son propre intérêt. Mais on répond, les faits contredisent toutes ces théories sur l'égoïsme, et ce n'est pas difficile à comprendre. Ainsi, on s'accorde qu'on doit surtout aimer celui qui est votre meilleur ami, et que le meilleur ami est celui qui veut le plus sincèrement le bien de son ami, pour cet ami même, quand d'ailleurs d'autres personnes au monde ne devraient le savoir. Or, ce sont là très particulièrement les conditions qu'on remplit vis-à-vis de soi-même, ainsi qu'on remplit aussi sous ce rapport toutes les autres conditions par lesquelles on définit habituellement le véritable ami. Car nous avons établi que tous les sentiments d'amitié partent d'abord de l'individu également pour se répandre de là sur les autres. Les proverbes mêmes sont tous ici d'accord avec nous. Je puis en citer de tels que ceux-ci, une seule âme. Entre amis, tout est commun. L'amitié, c'est l'égalité. Le genou est plus près que la jambe. Mais toutes ces expressions expriment surtout les rapports de l'individu à lui-même. Ainsi donc, l'individu est son propre ami plus étroitement que qui que ce soit, et c'est lui-même surtout qu'il devrait aimer. De ces deux solutions diverses, on demande non sans raison quelle est celle que l'on doit suivre, quand des deux parts il peut y avoir confiance égale. Peut-être suffit-il de diviser ces assertions et de faire voir la part de vérité et l'espèce de vérité que chacune d'elles renferme, si nous expliquons ce qu'on entend par égoïsme dans les deux sens où on prend tour à tour ce mot, nous verrons tout de suite très clair dans cette question. D'un côté, en voulant faire de ce terme un terme de reproche et d'injure, on appelle égoïstes ceux qui s'attribuent à eux-mêmes la meilleure part dans les richesses, dans les honneurs, dans les plaisirs corporels, car le vulgaire a pour tout cela les plus vives convoitises. Et comme on se jette avec empressement sur ces biens qu'on croit les plus précieux de tous, ils sont extrêmement disputés. Or les gens qui se les disputent si ardemment ne songent qu'à satisfaire leurs appétits, leurs passions, et en général la partie déraisonnable de leur âme. C'est ainsi que se conduit le vulgaire des hommes, et la dénomination d'égoïste vient des mœurs du vulgaire qui sont déplorables. C'est avec pleine raison que dans ce sens on blâme l'égoïsme. On ne peut nier que la plupart du temps on applique ce nom d'égoïste aux gens qui se gorgent de toutes ces basses jouissances et ne songent qu'à eux seuls. Mais si un homme ne cherchait jamais qu'à suivre la justice plus exactement que qui que ce soit, à pratiquer la sagesse ou telle autre vertu en un degré supérieur, en un mot, qu'il ne prétende jamais revendiquer pour lui que de bien faire, il serait bien impossible de l'appeler égoïste et de le blâmer. Cependant, celui-là semblerait encore plus égoïste que les autres, puisqu'il s'adjuge les choses les plus belles et les meilleures, et qu'il ne jouit que de la partie la plus relevée de son être, en obéissant docilement à tous ses ordres. Or, de même que la partie la plus importante dans la cité paraît en politique être l'État même, ou qu'elle paraît dans tout autre ordre de choses constituer le système entier, de même aussi pour l'homme. Et celui-là surtout devrait passer pour égoïste qui aime en lui ce principe dominant et ne cherche qu'à le satisfaire.
Si l'on appelle tempérant l'homme qui se maîtrise, et intempérant celui qui ne se maîtrise pas, selon que la raison domine ou ne domine pas en eux, c'est que la raison apparemment est toujours identifiée avec l'individu lui-même. Et voilà aussi pourquoi les actes qui semblent les plus personnels et les plus contraires sont ceux qu'on accomplit sous la conduite de sa raison. Il est parfaitement clair que c'est ce principe souverain qui constitue essentiellement l'individu et que l'homme honnête l'aime de préférence à tout. Il faudrait donc dire à ce compte qu'il est le plus égoïste des hommes. Mais c'est en un tout autre sens que celui qui rendrait ce nom injurieux. Ce noble égoïsme l'emporte sur l'égoïsme vulgaire, autant que vivre selon la raison l'emporte sur vivre suivant la passion. Autant que désirer le bien l'emporte sur désirer ce qui paraît utile. Ainsi donc, tout le monde accueille et loue ceux qui ne cherchent à s'élever au-dessus de leurs semblables que par la pratique du bien. Si tous les hommes en étaient à lutter uniquement de vertu et s'efforçaient de toujours faire ce qu'il y a de plus beau, la communauté tout entière verrait dans son ensemble tous ses besoins satisfaits, et chaque individu en particulier posséderait le plus grand des biens, puisque la vertu est le plus précieux de tous. On arriverait donc à ces doubles conséquences, d'une part que l'homme de bien doit être égoïste, car en faisant bien, il aura tout à la fois un grand profit personnel, et il obligera en même temps les autres. Et d'autre part que le méchant n'est pas égoïste, car il ne fera que nuire à lui-même et au prochain en suivant ses mauvaises passions. Par suite, il y a pour le méchant discorde profond dans ce qu'il doit faire et ce qu'il fait, tandis que l'homme vertueux ne fait que ce qu'il faut faire, car toute intelligence choisit toujours ce qu'il y a de mieux pour elle-même. Et l'homme de bien n'obéit qu'à l'intelligence et à la raison. Il n'en est pas moins parfaitement vrai que l'homme vertueux fera beaucoup de choses pour ses amis et pour sa patrie. Dût-il mourir en les servant? Il négligera les richesses, les honneurs, en un mot tous ces biens que la foule se dispute, ne se réservant pour son partage que l'honneur de bien faire. Il aime mieux de beaucoup une vive jouissance, ne durera-t-elle que quelques instants, plutôt qu'une froide jouissance qui durerait pendant un temps plus long. Il aime mieux vivre avec gloire une seule année que de vivre de nombreuses années obscurément. Il préfère une seule action belle et grande à une multitude d'actions vulgaires. C'est là sans doute ce qui pousse ces hommes généreux à faire, quand il le faut, le sacrifice de leur vie. Ils se réservent pour eux la belle et noble part, et ils livrent volontiers leur fortune si leur ruine peut enrichir des méchants. L'ami a la richesse, et soi, l'on a l'honneur, gardant ainsi pour soi-même un bien 100 fois plus grand. À plus forte raison en sera-t-il de même pour les distinctions et le pouvoir. L'homme de bien abandonnera tout cela à son ami, car à ses yeux, ce désintéressement est ce qui est beau et digne de louange. En fait, on ne se trompe pas en regardant l'homme vertueux, celui qui choisit l'honneur et le bien de préférence à tout le reste. L'homme de bien peut même aller encore jusqu'à laisser à son ami la gloire d'agir, et il y a un tel cas où il peut être plus beau de faire une chose à son ami que de la faire soi-même. Ainsi donc, dans toutes les louables actions, l'homme vertueux paraît toujours se faire la part la plus large du bien, et c'est ainsi, je le répète, qu'il faut savoir être égoïste. Mais il ne faut pas l'être comme on l'est généralement.